correspondant des femmes. Bonjour à Boromo et à Nassumbu au Burkina. Bonjour à Mopti au Mali et à Nzere Koré en République de Guinée. Nous parlons aujourd'hui dans le prétoire du tribunal de l'actualité de constitution et notamment des missions et défis du Conseil constitutionnel gardien de la loi fondamentale du Burkina suite à l'installation le 11 avril dernier de Barthélémy Kéré à la tête de la plus haute juridiction du pays. Avec nous pour évoquer ces questions, un spécialiste de la matière constitutionnelle, le juriste Aboubakar Sango. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour monsieur. Avec moi pour l'audience de ce jeudi, le juge Geoffroy Vara. Bonjour. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Tru TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Vous nous suivez également sur nos plateformes numériques. Et pour commencer, voici la séquence avant-propos que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et la parole est au juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la période que nous vivons, c'est celle du jeûne ou carême, en tout cas musulman, je pense que celui chrétien est terminé. Et pour les musulmans, il y a une denrée, c'est le sucre que l'on connaît, qui est très usité en cette période-là, parce que c'est le carême, pour le couper, on connaît les mets qui vont avec. Et ce qu'on remarque, c'est que le prix a augmenté. C'est 900, 950 et même quelquefois plus même par endroit. Alors que c'est un prix qui est fixé pour ce qui est du Carola, SN Sosoko, le paquet que l'on connaît. Je pense que ça a été fixé à 800. Et bon, les gens continuent de vendre ça comme ils veulent. Et il y a beaucoup de consommateurs qui s'en sont fait le relais. J'ai dit prendre la photo dans la boutique qu'ils sont et ils ont balancé sur les réseaux sociaux. C'est vraiment à ne rien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui est fixé, mais on se permet de faire ce qu'on veut. Mais c'est normal, quand on a un État aussi qui n'est pas fort, c'est ce que ça donne. Parce que c'est bien de fixer un prix, mais derrière, il faut un contrôle. Et puis quand vous êtes sur les réseaux et qu'il y a beaucoup qui dénoncent comme ça, je pense qu'il y a un minimum. Et on est très fort lorsqu'il s'agit d'aller attraper quelqu'un pour X ou Y, mais là par exemple il y a des éléments et les gens donnent quelquefois le lieu où ils sont allés faire cette photo, mais ça continue. Mais en même temps ça interpelle tout le monde. Je rappelle que lors de l'anniversaire de l'économiste du Faso, il y avait un joli panel qui était là, intéressant, avec des personnes de ressources sur la question, et ce qui était rappelé par la CCIBF, c'est que le taux d'inflation au Burkina, c'est vrai qu'il a atteint un pic de 19 à un moment donné, 14 en gros, il est très élevé pour ce qui est de la sous-région, mais notre inflation n'est pas due aux produits importés, ça n'est dû qu'à 6%, c'est-à-dire pour 6% d'impact, l'inflation c'est dû aux produits importés, mais le reste là, les 94, c'est ce que nous produisons nous-mêmes ici, donc ça ne s'explique pas, ça veut dire qu'on a un problème. On aime vendre très cher à nos frères et après on vient, on accuse l'étranger, on accuse ceci, on accuse cela. Mais nous-mêmes là, on nous fait, qu'est-ce qu'on se fait? Celui qui a mis son carême, qui vend le sucre à 950 francs là, est-ce que lui-même ce qu'il fait là c'est bien? Son jeune est en train de faire là, il pense que c'est pour qui? Il y a des questions qu'il faut se poser. Vous-même vous savez qu'il y a un prix qui a été décidé pour ce qui est du sucre de la SN Sosoko. Vous mettez votre jeune, vous êtes en train de faire votre, comment on appelle ça là, et puis vous avez affiché votre cycle à 950 francs. Il faut avoir peur de Dieu. Maintenant, il y a un État, j'ai dit aussi, qui doit s'assumer sur certaines questions. Alors que ça encore, je veux dire que c'est un symbole, parce qu'on est dans le mois du jeûne, qu'on en parle. Demandez aux gens la tonne de fer, là, c'est passé de combien à combien? 600 à près de 800 et quelques. Mais 800 000, quand vous regardez, c'est-à-dire que vous gagnez en prix et puis vous perdez en qualité. Enfin, vous perdez en prix pour le consommateur et vous perdez aussi en qualité. Mais c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. On nous vend plus cher et de mauvaise qualité. Vraiment, il faut que les services qui ont ça à charge prennent le taureau à bras le corps. Parce que la guerre dont on parle là, il y a plusieurs fronts.
Et aujourd'hui, si on ne travaille pas sur la résilience des populations, ça sera difficile. La résilience aussi, c'est sur le plan économique. C'est là qu'il faut interpeller les gens. On a un taux d'inflation qui est très élevé. Si décider, c'est bien, mais il faut faire appliquer sa décision et se donner les moyens de le faire appliquer. C'est ce qui manque ici chez nous. Il faut faire appliquer ces décisions, il faut que force reste à la loi et surtout, il faut respecter les prix fixés par les autorités. Il faut aussi simplement faire preuve d'humanisme et de correction vis-à-vis de ses frères et de ses compatriotes dans une situation qui est déjà assez difficile pour les populations. C'est la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui aborde les missions et les défis actuels du Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction du Burkina, avec notre convoqué du jour, Aboubacar Sango, juriste, enseignant-chercheur, il est spécialiste de droit constitutionnel. Mais avant, sacrifions juge Geoffroy Vara à quelques questions de généralité. Bon, c'est vrai qu'on va parler du Conseil constitutionnel avec celui qui est maintenant porté à sa tête. Il a été, parce qu'on est dans des périodes d'incertitude, après plusieurs coups d'État, il a été très souvent mis au premier plan parce que devant se prononcer ou bien donner une posture claire par rapport au cours de l'histoire. Et là, ça a fait beaucoup de débats parce que beaucoup de constitutionnalistes ont vu que, bon, on a manqué d'être très rigoureux et ferme et dit les choses clairement, même si le cours de l'histoire nous montrait que, bon, il y avait des pressions. Est-ce que vous avez ces sentiments? J'ai eu ce sentiment, j'ai toujours ce sentiment. Je pense que le Conseil constitutionnel a raté l'occasion pour entrer dans l'histoire des grandes juridictions constitutionnelles de notre sous-région. Je pense que si, à l'issue du coup d'État du 24 janvier, le Conseil constitutionnel qui disposait de tous les moyens pour déclarer ce coup d'État-là illégal, dans la mesure où la Constitution dit que le coup d'État est illégal, et si le Conseil constitutionnel avait saisi l'occasion pour ne pas reconnaître les autorités issues du coup d'État et réinvestir les autorités élues à l'occasion des élections de 2020, cette juridiction aurait été l'une des meilleures juridictions de notre sous-région. Vous dites constitutionnelle. Vous dites réinvestir les autorités élues en 2020, mais la Cour constitutionnelle aurait pu simplement consacrer l'état d'exception dans lequel s'inscrivait le Burkina au lendemain du coup d'État. Avait-elle les moyens de consacrer l'état d'exception? Je ne pense pas. Non. La Constitution a dit que le coup d'État est illégal. La Constitution encourage même les citoyens à désobéir au régime issu de coup d'État. Lorsque vous êtes saisi pour vous prononcer sur une vacance de pouvoir issue d'un coup d'État et que vous ne reconnaissez pas les autorités qui sont issues du coup d'État, la seule alternative qui est à votre disposition, c'est réinvestir les autorités qui sont issues des élections, qui bénéficient de la légitimité démocratique. Oui, je vois. Là aussi, est-ce que la lecture simple des textes là ne limite pas, parce qu'il y a une réalité. Vous dites que le citoyen lui-même peut s'ériger contre, mais il ne l'a même pas fait. Au contraire, il a applaudi. Il ne l'a pas fait. Dans ce contexte-là, comment est-ce que même Conseil constitutionnel fut-il devrait aller à l'encontre peut-être du choix d'un peuple qui constate et qui est presque, je dirais pas accompagnant, ou en tout cas ne veut pas revenir en arrière, parce qu'il sait aussi ce que lui a offert celui qui était là. C'est ça aussi la réalité. Oui, mais la Constitution a donné des missions au Conseil constitutionnel. Le Conseil, quelles que soient les circonstances, le Conseil doit assurer la mission qui lui a été confiée par la Constitution. Le peuple a été indifférent. Mais moi, j'ai toujours à l'esprit cette pensée de Nelson Mandela. Les élites, du moins les gouvernants n'ont pas fait ce que le peuple veut. Les gouvernants ont à déterminer ce qui est bon pour le peuple et de convaincre le peuple de ce choix. Ça, c'est les gouvernants politiques. Le Conseil
a aussi pour mission de consolider la démocratie. Le Conseil a pour mission principale de faire respecter la Constitution. C'est sa mission. Le Conseil n'a pas d'autre mission que de faire respecter la Constitution. Et après le coup d'État du 24 janvier, le Conseil aurait dû... C'est le gardien de la Constitution. Voilà. C'est le gardien de la Constitution. Le Conseil aurait dû faire respecter la Constitution. C'est d'autant plus que la Constitution donnait les moyens au Conseil constitutionnel pour faire respecter la Constitution. Je ne suis pas sûr que juste après le 24 janvier, si le Conseil constitutionnel avait fait respecter la Constitution, le peuple aurait exprimé une autre volonté. Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve aussi que c'est vrai qu'on parle souvent des pouvoirs qui doivent être indépendants, on parle des différents pouvoirs pour lesquels des fois on se refuse même des vases communicants, sinon ce n'est pas bon. Mais est-ce que ce n'est pas la preuve aussi que arrivé à un certain moment, il y a des limites objectives dans tout cela qui font que le vrai pouvoir, on le constate après sur le terrain. Celui des armes très souvent au Burkina, de par notre histoire, où le reste ça suit, le reste suit le pas. Je vous concède cela. Mais si le Conseil avait rendu une autre décision que celle qu'il avait rendue, ou celle qu'il a rendue, je ne suis pas sûr. Ça allait délégitimer davantage le coup d'État. Ça allait délégitimer davantage le coup d'État. Ça allait amener les auteurs du coup d'État à apprécier autrement les choses. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu un second coup d'État 8 mois après. Peut-être qu'on n'aurait pas eu un second coup d'État. Parce qu'à l'évaluation, est-ce que les auteurs du coup d'État font mieux que les autorités qui avaient été élues au suffrage universel? C'est une question qu'on peut discuter. C'est une question qu'on peut discuter. On rentre donc par la grande porte dans cette audience du tribunal de l'actualité. Elle est consacrée aux missions justement et aux défis actuels du Conseil constitutionnel. Vous le savez, Barthélémy Kéré, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et ancien ministre de la Justice et des droits humains, vient d'être installé dans ses fonctions de président de la haute juridiction et comble ainsi le vide. Le vide laissé par le décès le 19 février 2022 de Kassoum Kambou. Une institution désormais en bon ordre donc, qui doit connaître d'un certain nombre de dossiers dont nous parlerons avec notre convoqué du jour, le constitutionnaliste Aboubacar Sango. Mais tout d'abord, et en deux mots, quelles sont les missions principales donc, du Conseil constitutionnel? À quoi sert-il dans notre système judiciaire et politique? La mission principale du Conseil constitutionnel, la mission la plus connue, consiste à assurer la conformité des lois, des traités à la Constitution. À côté de ça, le Conseil constitutionnel aussi a pour mission d'assurer la régularité des élections, de proclamer les élections, les résultats des élections présidentielles, d'assurer un contrôle sur les partis politiques, d'émettre des avis à l'initiative du gouvernement. Donc d'émettre des avis à l'initiative du gouvernement, vous l'avez dit tantôt, le Conseil constitutionnel, le gardien de la loi fondamentale, et doit faire donc respecter la Constitution. C'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics, et à ce titre, il règle les conflits d'attribution entre les institutions de l'État. Il veille aussi à la régularité, vous l'avez souligné, à la transparence et à la sincérité du référendum, des élections présidentielles et législatives. Il est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections présidentielles et législatives. Le Conseil constitutionnel reçoit le serment du président du Faso et la déclaration des biens de toutes les personnalités assujetties à cette obligation. Et depuis 2015, eh bien, la saisine directe du Conseil constitutionnel est ouverte à tout citoyen, ce qui renforce d'ailleurs la protection des droits des citoyens pour un meilleur ancrage de la démocratie. Juge Geoffroy Varal. Oui, maintenant il y a la personne de celui qui est désigné pour être à la tête.
On sait ce qu'il a été dans ce pays. Il a été déjà ministre sous le MPSR 1. Il a été membre de la CENI, puis président. Il a été bâtonnier, c'est un avocat. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là, lié forcément à la fonction et aux missions? Mais avant ça, dans ses propos, il a fait ressortir que la Constitution ouvre la saisine du Conseil aux citoyens. Oui, c'est une réforme de 2015. Peut-être qu'on reviendra là-dessus dans les débats. Ça peut être aussi un des défis de ce président. C'est que le Conseil constitutionnel a eu une interprétation très restrictive de cette saisine-là. De sorte que, au regard de sa jurisprudence, les citoyens ne peuvent pas saisir directement le Conseil constitutionnel. Les citoyens ne peuvent saisir le Conseil constitutionnel que par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité. Mais je dis bien, le Conseil a eu une interprétation très restrictive. Ça serait un des défis de M. Kéré qui vient d'être nommé. Oui, c'est un monsieur qui est connu dans notre vie politique. D'un point de vue juridique, c'est un juriste de formation, avocat praticien. Il a été un excellent président de la CENI. Beaucoup disent aussi qu'il a été un bon bâtonnier. Est-ce qu'il a été un bon ministre de la Justice? C'est quelque chose qu'on peut discuter aussi. Puisqu'il est resté très peu à ce poste, tout à fait, pas longtemps, de janvier à septembre. Tout à fait. Mais vraiment, il a le profil pour exercer la fonction. Il est décrit aussi comme étant un homme honnête, un homme intègre, un homme qui sait manager. Voilà. Si on a été un bon président de la CENI, de la Commission électorale nationale, c'est qu'on peut mener les hommes. C'est qu'on peut mener les hommes. On espère qu'il saura mener les autres membres du Conseil pour redorer le blason de cette institution. En tout cas, il fait partie de ceux qui pouvaient être présidents du Conseil constitutionnel. Mais est-ce que dans un environnement où les autorités ont du mépris pour le droit de façon générale et pour les libertés publiques, est-ce que c'est le moment idoine pour quelqu'un qui a un tel prestige pour arriver à la tête d'une telle institution? On peut aussi en discuter, mais je lui souhaite de réussir sa mission. Une mission, on le verra donc au pied du mur. Donc il est avocat de formation, on l'a dit. Il est le 4e président du Conseil constitutionnel après Idrissa Traoré qui a assuré ses charges d'octobre 2002 à septembre 2007, Albert Milogo de septembre 2007 à mars 2015 et ensuite le Kassoum Kambou de février 2015 jusqu'à son décès en février 2022. Mais tous les trois prédécesseurs de Barthélémy Kéré sont des magistrats de grade exceptionnel. C'est la première fois donc qu'on a un avocat. On le verra donc à l'œuvre. Oui, je suis favorable. Oui, justement, c'est vrai que tout à l'heure vous disiez, vous espérez que au regard du profil que vous dépeignez tout à l'heure, qu'il fera aussi, on va dire, tout pour que les autres, en tout cas, donnent quelque chose d'intéressant de façon collégiale. Mais quels peuvent être les grands défis quand on regarde le contexte aujourd'hui? Moi, dans l'immédiat, je crois que le premier défi pour lui consistera à redorer l'image de l'institution. L'institution est fortement sortie affaiblie de cette succession au pouvoir à l'issue de coup d'État. L'institution a perdu du crédit auprès de certaines institutions de la sous-région, voilà. Mais également des spécialistes du droit constitutionnel. Donc on attend de lui qu'il mette en place une vraie politique de relations publiques pour redorer le blason de l'institution. L'autre défi aussi pour lui, ça sera de consolider davantage l'institution pour en faire une institution forte. De ce point de vue, il serait intéressant qu'il s'engage à doter le Conseil constitutionnel d'une bonne bibliothèque. On ne peut pas faire le travail de juge sans une bonne
bibliothèque. Vraiment une bibliothèque à la hauteur de l'institution. Vous pensez que ce n'est pas le cas actuellement? Non, ce n'est pas le cas. Une bibliothèque à la hauteur de l'institution. Mais également qu'il essaie de repenser aussi la politique jurisprudentielle de l'institution. On attend, c'est vrai que nous aimons beaucoup la Cour constitutionnelle béninoise, même si certains pensent que la Cour constitutionnelle béninoise en fait trop, mais c'est parce qu'elle fait très bien son travail qu'on pense qu'elle en fait trop. On ne s'attend pas forcément à ce que notre juridiction constitutionnelle soit aussi efficace que la Cour constitutionnelle béninoise. Mais il faut qu'on ambitionne qu'elle soit plus efficace même que la Cour constitutionnelle béninoise, mais on attend d'elle aussi certaines jurisprudences intéressantes. De ce point de vue, je pense que on l'a évoqué tout à l'heure sur la saisine du Conseil par les citoyens. Je pense qu'il faut qu'il convainc ses collègues pour qu'ils avancent sur l'interprétation que l'institution donne de cette saisine. La Constitution est claire, les citoyens peuvent saisir le Conseil directement le Conseil constitutionnel. Le Conseil ne peut pas venir nous dire par une interprétation restrictive que les citoyens ne peuvent pas le saisir de façon directe, qu'ils ne peuvent le saisir que par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité. J'ai dit c'est un recul, parce que la saisine directe du Conseil constitutionnel par les citoyens, c'est un combat qui a été mené par la société civile, par la doctrine. Pendant longtemps, au Burkina, on s'est battu pour que la saisine du Conseil soit ouverte aux citoyens. À l'occasion des réformes qui ont été faites par le CNT, la Constitution a été révisée pour ouvrir la saisine aux citoyens. Le Conseil, vraiment, je souhaite que sur ce plan-là, le président Barthélémy, qui est aussi un défenseur des droits humains, s'attelle à ce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel avance sur le sujet. Le Conseil aussi est attendu du point de vue de sa capacité à affirmer davantage son indépendance. Et ça, vraiment, je souhaite que le président Barthélémy ne sorte pas par la petite porte de l'histoire, d'autant plus qu'il fait partie des grands hommes de ce pays. Si dans 3 ans, peut-être même dans 6, 18 mois, on a l'impression que ce n'est pas une institution qui s'affirme davantage, on va mettre ça au crédit. Au bilan, on le jugera. Au bilan, on le jugera là-dessus. C'est d'autant plus que même ces décisions qui ont été rendues en janvier 2024 et en septembre 2022, en janvier 2022 et en septembre 2022, beaucoup pensent que les juges constitutionnels n'ont pas fait preuve d'indépendance. Donc vraiment, il faut affirmer davantage que le devoir d'ingratitude qui est proclamé ne le soit pas seulement pour les journalistes et les téléspectateurs. Il faut vraiment que le président soit ingrat, qu'il tire leçon de la collaboration qu'il a eue avec les militaires au gouvernement. Voilà. Est-ce que qu'il tire leçon de la collaboration qu'il a eue? Il tire leçon même de toutes les expériences qu'il a accumulées. Voilà. Pour vraiment nous offrir un conseil constitutionnel à la hauteur des juridictions constitutionnelles du 21e siècle. Et un conseil constitutionnel à hauteur des défis qui se posent au Burkina. Vous avez évoqué la saisine des citoyens. Je crois que vous avez cité également le cas du Bénin. Et je crois que c'est ainsi que cela se passe. Au Bénin, le citoyen peut saisir directement le conseil constitutionnel. Il faut donc lever cette interprétation restrictive dont vous parlez. Je crois que le président du conseil constitutionnel s'inscrit dans cette nouvelle dynamique puisqu'il dit lui-même, je cite, « Nos décisions n'auront de sens que lorsqu'elles contribuent à la paix sociale. Nous devrons
nous devrons continuer à incarner les valeurs de sagesse, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité qui gouvernent la fonction de juge constitutionnel. Plusieurs dossiers sont donc, je crois, déjà sur la table du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, Geoffroy Vara? Il y a par exemple cette affaire du procès de l'ancien ministre Vincent Dabedgou. Oui, mais avant, moi, je veux que, parce qu'on est dans la pédagogie aussi, hein, pour que les uns et les autres comprennent. C'est vrai que très souvent ce qui avait été invoqué, même en 2020, c'est la décision là, de 2019 pour dire que bon, on ne peut pas les saisir directement, alors que bon, c'est quelquefois le citoyen veut savoir la conformité, notamment d'un projet avec notre constitution. Et le problème, c'est qu'on ne peut le faire ni a priori, ni a posteriori. Mais qu'est-ce qu'on gagnerait? Peut-être que là, les Burkinabés comprendraient beaucoup plus si ça changeait en fait. Si ça changeait, ça va faire évoluer le droit. Ça va consolider davantage les droits humains. Ça va faire en sorte que on va retrouver dans l'espace public ou dans le commerce juridique moins de lois qui souffrent d'inconstitutionnalité et qui continuent d'être appliquées. Mais est-ce que c'est que le Parce que aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les lois ordinaires ne font pas l'objet d'un contrôle obligatoire de constitutionnalité. Ce sont les lois organiques qui font l'objet d'un contrôle obligatoire de constitutionnalité. Par voie de conséquence, les autorités de saisine ne saisissent pas automatiquement le Conseil constitutionnel sur les lois ordinaires. De ce point de vue, on peut présumer que certaines lois promulguées souffrent dans certains de ces points d'inconstitutionnalité. Et mieux, le citoyen va devenir va assurer une veille constitutionnelle. Le citoyen va assurer une veille constitutionnelle et on ne va pas dire qu'il sera le gardien de la Constitution, mais il va se mettre aussi dans la peau d'un gardien de la Constitution, de quelqu'un qui est soucieux de la constitutionnalité de la loi. Parce que de toute façon, aujourd'hui, la saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens est interprétée par certains auteurs comme une forme de participation politique. Alors, comme une forme de participation citoyenne. Politique. Oui, politique. Oui, parce que participation citoyenne. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas fermé. C'est que dans le contexte dans lequel on est, avec l'exception qui a été relevée, ça veut dire que vous êtes obligé d'aller devant un tribunal qui va vous ramener sur la question d'inconstitutionnalité auprès du juge constitutionnel. Tout à fait. Voilà. Dans la pratique, c'est un exercice qui devient trop compliqué. C'est au cours d'un procès. Alors, vous soulevez la constitutionnalité d'une disposition qu'on veut vous appliquer. Vous ou votre avocat, vous dites le test que vous voulez m'appliquer souffre d'inconstitutionnalité. Le juge va surseoir à statuer, il va envoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur la constitutionnalité avant de vider le contentieux. Mais ça veut dire que la saisine n'est possible que lorsque il y a un procès. Voilà. La saisine du Conseil par les citoyens n'est possible que lorsqu'il y a un procès. Alors que la Constitution dit que même s'il n'y a pas un procès, vous pouvez saisir le Conseil constitutionnel. Il y a un risque que le prétoire du juge constitutionnel soit engorgé. Il y a un risque. C'est cela. Voilà. Mais cet engorgement, le Conseil peut anticiper sur cet engorgement. Voilà, en recrutant des référendaires, en mettant en place un système de filtrage. Au Bénin, c'est la saisine ouverte. Comme récemment avec plusieurs saisines sont effectuées, mais ça n'empêche pas le juge constitutionnel de vider le contentieux constitutionnel. Alors, le risque d'engorgement. Mais est-ce que l'une des solutions aussi, bon, enfin, je mets des réflexions comme ça, parce que la plupart des Burkinabés se disent, mais donc, leur travail c'est quoi? S'ils sont assis, ils voient qu'il y a des lois qui sont promulguées, qui sont en porte-à-faux avec la Constitution. Ça ne peut pas rester comme ça, parce qu'ils en sont le garant. Donc,
ça ne devrait pas souffrir qu'on leur demande forcément est-ce qu'il y a conformité. Ça devrait être leur boulot tous les jours. C'est un peu ce que le profane se dit. Oui, mais ce travail ne devrait-il pas se faire avant la promulgation de la loi? Justement, Aboubacar Sango. Ce travail peut se faire avant la promulgation. Pour les lois organiques, j'ai dit la saisine est obligatoire. Mais les lois ordinaires, la saisine n'est pas obligatoire. Ce sont les autorités de saisine qui doivent saisir le Conseil constitutionnel. Mais ces autorités de saisine, c'est généralement les autorités politiques qui ont intérêt à ce que la loi ne soit pas déclarée inconstitutionnelle. Donc, ces autorités de saisine saisissent rarement le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne les lois ordinaires. Pour ce qui concerne les lois ordinaires. Alors je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent sur Watt FM que nous recevons aujourd'hui dans le prétoire du tribunal de l'actualité Aboubacar Sango. Il est juriste, enseignant-chercheur, spécialiste de droit constitutionnel. Et donc nous parlons des missions et des défis qui se posent aujourd'hui au Conseil constitutionnel suite à l'installation le 11 avril dernier de son nouveau président Barthélémy Kéré. Juge Geoffroy. Oui, c'est vrai que vous parliez des nombreuses affaires. Il y a celle d'Abilgou, je pense que il y a un report, c'est à mai. Oui. Voilà, parce qu'il y a, comment on appelle ça, il a été levé une exception d'inconstitutionnalité. Donc ça veut dire qu'ils auront fort à faire. C'est bien ça. Et il y aura, oui, justement, on attend que le Conseil constitutionnel se prononce sur cette exception soulevée par les avocats de Dabilgou, puisque on fait état de sa qualité d'ancien ministre pour estimer qu'il ne doit pas être jugé devant les juridictions normales, mais plutôt devant la haute cour de justice. Oui, le Conseil est saisi, le Conseil va vider ce contentieux, mais le débat est intéressant. Et je pense que le président Kéré est attendu là-dessus. Voilà. Le débat me semble intéressant parce que le procureur et son équipe pensent que les juridictions civiles peuvent juger Vincent Dabilgou. Et je pense que le juge même n'a pas décliné son incompétence. Ça n'a pas décliné son incompétence. Le procureur, j'ai lu une de ses notes, il pense qu'il y a une réserve de compétences qui permet aux juridictions civiles de juger. Et que l'interprétation qu'eux font des infractions qui étaient commises par Vincent Dabilgou, ces infractions-là ne relèvent pas forcément de la compétence de la haute cour de justice. Voilà pourquoi je dis que le débat est intéressant. Il faut que le Conseil arrive à nous dire pour quel type d'infraction la haute cour de justice est compétente. Et cette réserve de compétences-là, elle concerne quel type d'infraction? Oui, juste pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs comprennent, surtout ceux qui ne sont pas en phase avec les réalités politiques du Burkina. Vincent Dabilgou est aussi président d'un parti, et président du Nouveau Temps pour la démocratie. Il est par ailleurs ancien ministre des Transports, on l'a dit. Eh bien, il est poursuivi pour des faits de financement occulte du parti politique, de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Alors, est-ce qu'il l'a fait sous sa casquette de ministre? Est-ce que c'est le ministre qu'on juge ou est-ce que c'est le président du parti? Je vois que vous l'avez juges. Avant que vous répondiez, vous voulez ajouter quelque chose? C'est ce que vous dites, c'est ajouter de l'eau moulin, parce que ce que les avocats disent, c'est quoi? Ce qui lui est reproché, c'est des éléments concernant sa période de ministre. Donc ils estiment que si ce sont des actes posés en tant que ministre qui doivent être jugés, il y a une haute cour de justice qui a à charge de regarder dedans et non celle devant laquelle ils sont. Maintenant, c'est ce que disent les textes ou pas? Voilà pourquoi je dis le débat est intéressant, parce qu'ici il faut qu'on interprète les textes. Et c'est ce jeu-là que le procureur et les juridictions civiles, c'est à ce jeu-là qu'ils s'adonnent. Et c'est intéressant pour le débat juridique. Voilà. Est-ce que parce que tout acte posé par un ministre en fonction échappe au contrôle des juridictions civiles? Voilà, c'est ça. Voilà.
bien entendu, les actes posés dans la vie privée vont échapper à la haute cour de justice. Mais les juges sont en train le procureur et les juges sont en train de nous dire que ces actes-là même qu'il a posés au moment où il était ministre, eux, ils pensent que ces actes-là peuvent échapper à la haute cour de justice. Le Conseil constitutionnel est saisi pour nous dire, je souhaite que le Conseil ne se concentre pas de nous dire que c'est un ministre, donc il doit être jugé par la haute cour de justice. Ça va vider au débat ce qu'il a d'intéressant. Il faut que le Conseil, vraiment cette fois-ci là, motive substantiellement sa décision. Parce que vraiment, je pense aussi que, voilà, faut pas que les gens détournent l'argent du contribuable au nom des fonctions qu'ils ont occupées. Ils arrivent à échapper au contrôle du juge parce que la haute cour de justice n'est pas fonctionnelle, parce que la haute cour de justice peut être une institution qui a un caractère politique très prononcé, parce que si juges sont des autorités politiques, des députés, des élus, non, ça pose aussi le vrai débat par rapport à l'avenir de cette juridiction. Faut-il continuer avec la haute cour de justice? Je pense qu'il faut mener la réflexion. Un ministre ne doit pas échapper aux juridictions civiles. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui a mis en place une haute cour de justice. Donc, par voie de conséquence, si un ministre doit être jugé pour des faits qu'il a commis en tant que ministre, ça devrait relever de la compétence de la haute cour de justice. La position que je défends, ce n'est pas de dire qu'il faut ignorer la haute cour de justice. Non, c'est de dire qu'il faut profiter de ces débats pour ouvrir un véritable débat sur l'utilité de la haute cour de justice, sur la pertinence de la haute cour de justice. Est-ce que le moment n'est pas venu de faire juger les ministres par les juridictions civiles pour les cas de détournement de deniers publics qu'ils auraient commis? Même le chef de l'État. Pourquoi faut-il une juridiction extraordinaire pour les juger? C'est des questions qu'on peut discuter. Voilà. Mais pourquoi une juridiction extraordinaire? Peut-être parce qu'il assume des fonctions, des hautes fonctions, je n'en sais rien, on verra bien où. Mais il y a des pays où ça n'existe pas. Oui, il y a des pays où ça n'existe pas, mais il a fallu instaurer cette haute cour de justice puisqu'elle n'existait pas non plus ici. En tout cas, le procès Vincent Dabilgou a été réouvert le 3 avril dernier. Il a été renvoyé donc au 4 mai prochain. Et on attend donc la décision du Conseil constitutionnel entre-temps. Aboubacar Sango est juriste, il est enseignant-chercheur et il est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Geoffroy Vara. Oui, justement, comme on parle de cette haute cour-là, on voit aussi l'affaire du dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui a coincé. À la fin, est-ce que ce n'est pas aussi un défi pour qu'on en sorte, parlant de ce conseil-là, qui pourrait faire quelque chose, ou bien ça échappe à son contrôle? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un contentieux qui relève de la compétence du Conseil constitutionnel. Sauf si, à l'occasion de ce procès-là, des accusés exercent un recours en exception d'inconstitutionnalité. Aujourd'hui, je pense que le dispositif avait été déroulé, des moyens avaient été mis à la disposition de la haute cour de justice. On ne sait pas trop pourquoi on n'a pas avancé. C'est vrai qu'avec le coup d'État, les anciens juges de la haute cour de justice, dans la mesure où le Conseil constitutionnel et dans la mesure où l'Assemblée nationale avait été dissoute, donc bien entendu, on attend que l'ALT procède au renouvellement des juges de la haute cour de justice. On ne comprend pas trop pourquoi aussi l'ALT traîne. Voilà. Mais par rapport au gouvernement, par rapport au gouvernement de Blaise, au dernier gouvernement de Blaise Compaoré, peut-être que le dossier aussi dans le fond est vide. Peut-être que le dossier aussi dans le fond est vide. Lui, Kadhafi Thiaroye, il est poursuivi
Parce qu'il a pris un acte que les tests l'autorisent à prendre. Cette réquisition dont on parle, cette réquisition tire ses fondements de tests qui existent. Voilà. Les autres, on dit qu'ils ont tenté de modifier. Oui. Ils ont tenté de modifier l'article 37. À l'époque, l'article 37 n'était pas une disposition. Ça, c'est pas un débat politique que je mène, c'est un débat de juristes. Voilà. Voilà. À l'époque, l'article 37 n'était pas considérée comme une disposition intangible. Donc, elle était révisable. Elle était révisable. C'était dans l'Assemblée nationale avait les pouvoirs nécessaires pour réviser une telle disposition. Bon, faut-il poursuivre les gens pour ça? Est-ce que définitivement c'est pas un dossier qui est vide? Bien entendu, il y a des gens qui ont perdu la vie. Bon, comment on fait pour dédommager ces gens? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser, c'est une question qui peut être résolue en dehors du prétoire de la haute cour de justice. Mais définitivement, l'affaire de ce dernier gouvernement, la personne n'en parle encore. Oui, justement. Absolument rien. Le premier ministre Luc Adot-Tiao, il a créé son parti politique. Il a même été comment on appelle? Il a été élu. D'abord, il a été candidat aux élections législatives, candidat battu. Il a été désigné député de l'ALT. Vincent Dalgugou s'est retrouvé au gouvernement. Bof. Jérôme Bougouma a intégré le MPP. Bof. Je ne sais pas. Est-ce que aussi on ne veut pas que par le temps cette affaire-là s'étouffe pour les besoins de réconciliation? Oui, mais justement, Boubacar Sango s'étouffe, mais s'étouffe comment? Il y en a qui vivent cette situation comme un véritable drame. Le procès devrait s'ouvrir depuis 2017, le 27 avril 2017. Les membres de ce gouvernement devaient répondre ou doivent répondre de leur implication dans la répression de l'insurrection populaire de 2014 qui avait entraîné la chute du régime Blaise Compaoré. D'ailleurs, dans une interview qu'il a accordée au quotidien Le Pays et publiée le 17 mai 2022, Salif Ouedraogo, qui était donc en son temps ministre de l'Environnement et du Développement durable de ce dernier gouvernement du président Blaise Compaoré, réclame, je cite, « Nous voulons être jugés ». Il déplore d'ailleurs une procédure qui semble bloquée au point mort depuis longtemps, et puis ces ministres, ou en tout cas certains d'entre eux, vivent cette situation comme un calvaire. Salif Ouedraogo confie d'ailleurs au quotidien Le Pays, je le cite à nouveau, il est presque impossible d'avoir un contrat auprès d'une structure à l'intérieur du pays, l'étiquette d'ancien ministre de Blaise Compaoré étant un obstacle à cela. Fin de citation. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas vider ce dossier, situer les gens sur leur sort et dire que la page est tournée? Non, il faut vider, surtout qu'il y a eu un commencement. Il faut vider le dossier. Voilà. Si le dossier est vide, mais que les juges nous disent que le dossier, il est vide. S'il y a des responsabilités qui doivent être engagées, il faut engager ces responsabilités. Et puis on passe à autre chose, comme l'affaire Sankara. Voilà. Et puis on passe à autre chose. Mais pourquoi cette léthargie-là? Je n'ai pas les outils nécessaires pour mener une analyse, pour expliquer le pourquoi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le Conseil constitutionnel, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, n'a rien à voir dans ce dossier. Non, le Conseil constitutionnel n'a rien à voir. Donc, ne peut rien faire pour accélérer la procédure. Non, le Conseil où est-ce qu'on en est avec la Haute Cour de justice, donc, finalement? Le Conseil ne peut rien faire pour accélérer la procédure. La Haute Cour de justice, on attend que l'ALT désigne les juges de la Haute Cour de justice. Donc l'ALT version, deuxième version. Deuxième version. L'ALT première version ne l'a pas fait. Bon, que l'ALT deuxième version prenne les dispositions nécessaires pour mettre en place, pour faire fonctionner cette juridiction. Ils ont un budget de 19 milliards 500 millions. Voilà. Le budget de la Haute Cour de justice est rattaché au budget de l'Assemblée législative. Ils ont un budget de 19 milliards 500 millions. Ils ont suffisamment d'argent pour faire fonctionner cette institution. Bon, on ne sait pas pourquoi. Et ça aussi, il faut que les autorités actuelles se prononcent là-dessus.
Voilà. Il faut que les autorités actuelles se prononcent là-dessus. Il faut que les autorités se prononcent là-dessus afin qu'on tourne la page, parce qu'il y a encore des ministres qui n'osent pas s'afficher, ou en tout cas n'ont pas envie de s'afficher, puisque c'est comme s'ils ne sont pas encore jugés alors qu'ils ont un procès sur la tête. Il faut qu'on clarifie cette situation-là. C'est la troisième audience de cette semaine pour le tribunal de l'actualité, une audience qui reçoit pour vous Boubacar Sango, juriste, enseignant, chercheur. On parle du Conseil constitutionnel, on parle de la Constitution, on parle de l'état de droit. Jofava. Oui, il y a aussi une question, comme on revient sur le Conseil constitutionnel, qui a cristallisé un peu les attentions. Et bon, beaucoup de Burkinabés ne savaient pas ce que c'était, hein, parce qu'on a dit que c'était un avis qui avait été demandé par le président du Faso, concernant, on parle d'un fameux article 59, et on dit que le Conseil constitutionnel a mis donc un avis favorable pour la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde. Et quand on lit dedans, on se rend compte que c'est vraiment un pouvoir c'est des éléments qui rendent le président très costaud. Tout à fait. C'est des éléments qui rendent le président très costaud. Mais c'est sur la mobilisation générale et la mise en garde. Ce sont des mécanismes qui sont prévus par la loi de 1994 sur la défense nationale. Une loi qui a été modifiée en 2005 pour l'adapter au nouvel environnement juridique. Pour l'adapter au nouvel environnement juridique, c'est une disposition de cette loi qui dit que pour décréter la mobilisation générale et la mise en garde, le président doit consulter officiellement le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel. C'est dans ce cadre que le Conseil a été saisi pour émettre un avis. Malheureusement, on a l'impression que le Conseil constitutionnel assimile l'avis qui lui est demandé dans le cadre de la mobilisation générale avec l'avis qui lui est demandé dans le cadre de l'article 59 de la Constitution. Mais l'article 59 de la Constitution, c'est autre chose. La mobilisation générale, c'est autre chose. Ce sont des régimes légaux d'exception, un peu comme l'état d'urgence, l'état de siège. En réalité, quand vous regardez les mesures que le président peut prendre dans le cadre de la mobilisation générale, ces mesures-là sont plus ou moins proches des mesures que l'autorité militaire peut prendre dans le cadre de l'état de siège. De ce point de vue, la mobilisation générale, on peut dire que la mobilisation générale est plus proche de l'état de siège, même si elle s'en différencie, parce que l'état de siège ne peut être décrété que lorsqu'il y a une insurrection armée ou une invasion étrangère. Je me pose la question de savoir si ce n'est pas parce que le gouvernement ne peut pas déclarer l'état de siège qu'il utilise cette disposition, qu'il utilise ce mécanisme prévu par la loi de 1994. Ce mécanisme semble intéressant parce que son déclenchement ne nécessite pas la réunion de conditions que exige l'état de siège. C'est le président, on dit, lorsque il y a une situation extrêmement grave, le président, c'est lui qui apprécie que la situation est suffisamment grave et qui veut décréter la mobilisation générale. Mais la mobilisation générale s'éloigne de l'article 59. Dans la mesure où dans l'article 59, c'est vrai, on a dit lorsque l'intégrité du territoire est menacée, lorsque l'État ne peut pas faire face à ses engagements internationaux, mais attention, il y a une autre condition. Il faut que il faut que les pouvoirs publics ne puissent pas fonctionner normalement. Voilà. Or, aujourd'hui, les pouvoirs publics fonctionnent. Toutes les institutions fonctionnent. Le gouvernement est mis en place, l'Assemblée législative fonctionne, le pouvoir judiciaire fonctionne, toutes les institutions fonctionnent
normalement. Voilà. Personnellement, pour moi, la mobilisation générale se rapproche de l'état de siège, même si elle s'en distingue. Voilà. Par exemple, l'état de siège est encadré dans le temps, la mobilisation générale n'est pas encadrée dans le temps, mais ça permet au président, voilà, de faire face à une crise en dérogeant au droit. Voilà. C'est pour cela que je considère ça comme un régime légal d'exception, comme l'état de siège, l'état d'urgence, et à quelques variantes près, les mesures que le président peut prendre dans le cadre de l'article 59 de la Constitution pour faire face. Mais le Conseil n'avait pas à assimiler. D'accord. Mais quand on vous écoute, tout comme aussi certaines personnes très averties de la question, on a le même sentiment. Ça veut dire que le président a demandé la main, on lui a donné le bras. Pour caricaturer, hein, pour que les gens comprennent. Ce qu'il a demandé, c'était pas vraiment ça. Parce que l'avis qui revient... Il n'avait pas demandé le pouvoir exceptionnel. Quand on voit l'article 59, quand on le lit, ça veut dire que c'est... Je ne sais pas s'il y a un pouvoir au-dessus qu'on peut lui conférer. Dans un autre contexte. Non, je ne suis pas sûr que le président ne peut pas faire usage de l'article 59 dans ce contexte-là. En fait, le Conseil, j'ai l'impression que le Conseil était confronté. Mais dans la réponse du Conseil, on a l'impression qu'il cite les éléments qui concourent même à pouvoir lui permettre d'exercer cet article 59. J'ai l'impression que le Conseil était confronté à une situation nouvelle qui n'a pas été envisagée dans la loi organique. Okay. La procédure de consultation en cas de mobilisation générale n'est pas définie dans l'article, dans la loi organique. Pourtant, la procédure de consultation, lorsque le président fait recours à l'article 59, est définie dans la loi organique relative au Conseil constitutionnel. J'ai l'impression que le Conseil a fait cette assimilation pour pouvoir rendre un avis. Même si je pense que le Conseil aurait dû aller loin. Est-ce que les régimes d'avis sont identiques? C'est une question qu'on peut poser. Dans la mesure où la loi de 1994 dit que, révisée en 2005, que le président consulte officiellement le président. Vous retrouvez dans d'autres dispositions dans la Constitution, par exemple l'article 107 ne dit par rapport aux ordonnances, dit que le Conseil constitutionnel est saisi. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la saisine du président pour avis, saisie du président du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une nuance entre la consultation officielle du président du Conseil constitutionnel et l'avis qui est demandé au Conseil en tant qu'institution? C'est vrai que même l'article 59 de la Constitution dit que le président de la République consulte officiellement le président du Conseil constitutionnel, mais la loi organique a interprété dans le sens de la consultation du Conseil constitutionnel. Pour moi, il y a une nuance entre consulter officiellement le président du Conseil constitutionnel et l'institution. Et consulter l'institution. Consulter officiellement, c'est un pouvoir propre du président du Conseil constitutionnel, mais consulter l'institution. Consulter l'institution, terminer la phrase. Consulter l'institution, c'est un pouvoir qui s'exerce de façon collégiale par l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel. Nonobstant cet avis, je pense que le président ne peut pas. Le président ne peut pas faire recours à l'article 59. Parce que la loi de 1994 indique les mesures que le président peut prendre dans le cadre de la mobilisation générale. Ce serait vraiment regrettable que le président fasse recours à l'article 59. Ce serait regrettable que le président fasse recours à cet article 59. En tout cas, le débat n'est pas vidé. On y reviendra sans doute pour plus de clarification. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, puisque le temps qui nous est imparti est largement dépassé, qui a examiné les missions et les défis actuels du Conseil constitutionnel avec Aboubacar Sango, juriste et enseignant-chercheur. Merci, Monsieur Sango, d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous. Merci, juge Geoffroy Vara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Rendons toujours hommage à nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, et prenons soin les uns des autres, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.